Bonjour, merci à tous. Merci de prendre le temps de vous joindre à ce webinaire. C'est le numéro 3 de notre série qu'on a intitulé « Branchez-vous à l'électromobilité ». Et donc, je suis ravi de vous accueillir. Et pendant les 45 prochaines minutes, nous allons nous pencher sur la question « Pourquoi recourir à un mode locatif pour financer mes IRVE ?» Dans un premier temps, nous regarderons ensemble la structure et les modèles économiques des IRVE, donc bien comprendre ces modèles. Ensuite, nous examinerons quelles possibilités s'offrent à moi pour financer mes IRVE. Et puis pour finir, nous expliciterons les spécificités du modèle locatif qu'on appelle BAS et pourquoi il constitue une excellente alternative aux autres modes de financement et dans quel cas il est le plus approprié. Alors, par quoi commencer? Effectivement, les IRVE, je pense que tout le monde comprend ou connaît le terme. Ça veut dire infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc, c'est des organes techniques qui sont attachés à un lieu fixe, bon, en l'occurrence une place de parking. Et cette place de parking, elle est elle-même liée à une structure immobilière qui va l'accueillir pour délivrer un service, celui de la recharge. Donc, pour délivrer ce service de recharge, ces organes doivent être raccordés à une installation électrique qui est capable de fournir la puissance nécessaire pour les alimenter. Quelque part, c'est la partie technique. Ensuite, l'équation économique, elle s'organise autour d'un ensemble de revenus et de coûts qui vont être engagés pour permettre à ces équipements d'être en condition de délivrer le service dans la durée. Donc, ce que je vous propose, c'est effectivement d'aborder successivement ces deux éléments. Je vais commencer par les coûts, puisqu'évidemment, il s'agit d'engager les coûts préalablement à toute production de revenus. Et donc, regardez en détail les coûts qui vont avec l'installation des IRVE. Donc, il y a deux catégories de coûts que je dissocierai. Dans la première catégorie, on trouve les coûts liés à la mise en œuvre des IRVE. Donc, ce sont ceux qui vont permettre de bénéficier d'une installation qui est prête à fonctionner et à délivrer le service. Dans la seconde catégorie de coûts, ceux qui garantissent le maintien en conditions opérationnelles et l'exploitation pour assurer le service attendu. Donc effectivement, deux grandes catégories, donc avant l'installation, avant la mise en service, et ensuite, une fois mis en service, concrètement, l'exploitation des bornes et des revenus modèles qui vont avec. Alors, dans la première catégorie de coûts, qu'est-ce que l'on trouve? Alors, on trouve évidemment les coûts qui sont liés aux équipements eux-mêmes. Donc, il y a les bornes de recharge, leurs accessoires, ça peut être les poteaux de fixation, les licences logicielles qui servent à mettre en œuvre un certain nombre de fonctionnalités qui sont nécessaires pour répondre aux cas d'usage de chaque site à équiper. Il y a des options aussi matérielles qui étaient des options mais qui sont devenues aujourd'hui indispensables, comme les lecteurs RFID, les compteurs MID et les écrans d'affichage. On trouve aussi dans ces coûts l'ensemble des infrastructures électriques qui sont nécessaires au raccordement et à l'alimentation évidemment de ces bandes de recharge en énergie. Ça inclut l'ensemble des câbles d'alimentation, de connectivité, les cheminements, les supports, les armoires électriques, toutes les protections nécessaires, éventuellement des travaux de génie civil en fonction de la configuration du site. Donc l'ensemble des infrastructures électriques, des bornes, l'installation et le raccordement, ça fait bien sûr appel à une main-d'œuvre qualifiée pour leur mise en œuvre. Et l'ensemble de ces coûts, donc les équipements et ensuite la partie infrastructure électrique, qui sont les deux grandes catégories de coûts, quand elles sont mobilisées dans le cadre d'un achat, ça constitue un investissement dont le montant sera immobilisé au bilan et amorti dans le compte de résultat. Alors, il convient de préciser que la durée d'amortissement est différenciée, elle est notable entre ces deux types de coûts. Effectivement, la partie borne et ses accessoires, on l'amortit en général sur une période de 5 ans. On pourrait passer du temps sur pourquoi 5 ans, mais je ne vais pas aujourd'hui rentrer dans le détail parce que ce n'est pas le sujet. Tandis que la partie infrastructure, elle sera sur 15 ans. C'est les équipements techniques rattachés au bâtiment, donc on est sur un amortissement de 15 ans. On verra pourquoi plus tard, ça revêt une importance forte dans le choix du modèle économique. Donc, on a vu la première catégorie de coûts, c'est les coûts avant la mise en service, avant l'utilisation des bords. Donc, maintenant, la deuxième catégorie, qu'est-ce que c'est? C'est les coûts d'exploitation. Donc, ils comprennent, eux, l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement de la recharge, à sa valorisation. Donc, c'est la liaison, l'accès à une plateforme de supervision et de pilotage,
Il y a tous les services support aux utilisateurs, 24/7 d'ailleurs, les remontées de sessions de charge et des kilowattheures consommés, les services de facturation et d'encaissement. On est dans des microtransactions multiples qu'il faut gérer, la télémaintenance et évidemment les maintenances curatives et préventives et curatives dans le cas de panne ou de problèmes à régler sur une borne qui n'est pas gérable à distance. Donc, ce sont typiquement les services que nous fournissons chez Mobility Plus en tant qu'opérateur de réseau de bornes de recharge. On appelle ça les services CPO pour Charge Point Operator. Et ces services sont en général facturés sous mode d'abonnement annuel par point de charge. Alors, évidemment, au-delà des services d'exploitation, il y a un coût qui est très important, c'est le coût de l'énergie fournie, donc du kilowattheure que va fournir le fournisseur d'énergie, et qui constitue évidemment un élément critique de l'équation économique. Car la fluctuation, elle impacte directement la marge et le prix de vente, donc l'attractivité de la borne. Donc, autant les coûts d'opération, d'exploitation sont connus à l'avance, autant la partie énergie kilowattheure, elle dépend évidemment du contrat souscrit existant. Et du contrat, parfois, quand on prend un point de livraison dédié, un nouveau contrat de livraison spécifiquement pour les bornes, quel est le coût à ce moment-là? Et dans une période où les 18 derniers mois ont vu une forte volatilité des cours. Bon, ce qu'on voit actuellement, c'est que la tendance en France, elle est clairement à la stabilisation, à un prix du kilowattheure qui est très en deçà des cours d'il y a un an. Alors, on est beaucoup plus cher qu'on l'était il y a 24 mois, clairement. Souvent d'ailleurs 2 fois quand sur des contrats B2B, mais on est même 3 fois moins cher qu'on l'était à peu près il y a un an. Donc l'ensemble de ces coûts d'opération des IRVE, c'est-à-dire le service et l'énergie, c'est des charges d'exploitation qui sont à inscrire au compte de résultat. Et une chose importante aussi, c'est qu'il est interdit à un propriétaire de borne de revendre directement de l'électricité. Effectivement, seuls les fournisseurs d'énergie ont le droit de le faire. Et il y a une exception qui a été opérée pour permettre à l'écosystème du véhicule électrique de fonctionner. C'est les opérateurs CPO comme nous qui ont le droit, effectivement, d'agir comme mandataire d'un propriétaire d'une installation IRVE pour commercialiser ces kilowattheures. Et donc, nous, on a le droit de facturer les kilowatts aux gens qui vont venir se charger et qui vont prendre des kilowattheures à un prix qui est déterminé par son propriétaire. Donc, justement, on a passé la partie coût. Donc, on a compris concrètement dans quoi il va falloir investir, dans quoi il va falloir payer annuellement aussi des services. Donc, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en face? Quels sont les revenus que l'on peut attendre de ce type d'équipement? Alors, les revenus qui sont associés à l'exploitation d'une borne de recharge, en fait, ils sont liés aux sessions de charge qui vont être réalisées sur la borne par les automobilistes qui vont s'y connecter et bien évidemment aux kilowattheures qui seront fournis dans le cadre de ces sessions de recharge du véhicule. Alors, pour faire fonctionner l'écosystème, il y a des standards qui ont été adoptés par l'ensemble des fabricants de bornes et des opérateurs CPO qui permettent d'avoir accès à 3 paramètres de pricing des sessions. Et le propriétaire de la borne, lui, a toute liberté de fixer ses prix, ses paramètres, par l'intermédiaire de son opérateur. Alors, 3 paramètres, quel est le premier? Évidemment, le premier, c'est le prix de vente de l'énergie fournie. C'est donc le prix auquel chaque kilowattheure fourni sera facturé. Et c'est pour cela que toutes les bornes que nous fournissons sont équipées d'un compteur certifié MID. Et d'ailleurs, ce sont les seuls qui peuvent servir à facturer de l'électricité. Et pour la petite histoire, on rencontre fréquemment chez nos clients des installations que je qualifierais de première monte, qui datent 2017, 2018, 2019, même parfois 2020, dont les bornes de recharge ne sont pas équipées de ce type de compteur. Donc, soyez vigilants là-dessus. Ce prix de vente du kilowattheure devra évidemment tenir compte à la fois du prix d'achat de l'électricité consommée par la borne, mais aussi du prix de vente des solutions de recharge alternatives environnantes pour assurer la compétitivité du point de charge et l'attractivité de la station. Alors, par exemple, en entreprise, on équipe souvent ces parkings pour mettre à disposition de ses collaborateurs des points de charge, pour contribuer à stimuler leur adoption du véhicule électrique et décarboner le trajet domicile-travail. Donc, l'objectif de l'entreprise, quand elle installe des bornes, c'est a priori pas de faire du profit sur le service fourni auprès des salariés. Donc, on va régler les paramètres de pricing du kilowattheure souvent à prix coûtant. C'est une décision d'entreprise qui est prise par la direction, en général le comité d'entreprise. Et donc, il y a un prix du kilowattheure qui est fixé, souvent à prix coûtant,
qui permet de faire bénéficier les collaborateurs d'un tarif négocié en entreprise et donc de charger à un bon prix. Et on peut éventuellement y inclure, on l'a vu aussi, une faible marge pour couvrir par exemple des coûts d'exploitation, voire même, on l'a vu, une partie des investissements qui sont nécessaires pour équiper. Alors ça, c'est le premier paramètre. Il y a un autre paramètre qu'on a à disposition, c'est la fixation d'un prix unique à la connexion. À chaque fois que je branche ma prise, j'ai un prix fixe initial qui est indépendant du nombre de kilowattheures consommés et qui sera ajouté au prix dans la facture finale relative à la session de charge en question. Et évidemment, celui-là aussi est totalement libre. Et ça nous permet aussi d'avoir un prix qui peut éventuellement couvrir des connexions très courtes. Donc, c'est un prix qui est aussi à réfléchir et à fixer. Il y a un troisième paramètre qu'on peut utiliser, et c'est un paramètre qui est réglable et qui est le prix au temps de connexion. Il a un intérêt particulier dans l'équation économique pour optimiser les taux d'utilisation des bornes de recharge installées. Donc pourquoi? Parce que il y a un seul véhicule qui peut être connecté à un point de charge en même temps. Donc tout véhicule qui est connecté au point de charge et qui n'appelle pas d'électricité à la borne fait chuter son taux d'utilisation et donc sa rentabilité économique. Donc le fait d'adjoindre un prix à l'heure, ça permet de dissuader les voitures qu'on appelle ventouses. Alors, je donnais l'exemple d'une hybride rechargeable qui resterait toute la journée branchée, par exemple 8 heures, sur une borne de 7 kg, mais qui ne rechargerait que 15 kg, puisqu'il y a 15 kg dans la batterie, dans sa batterie. Et ben donc, ça représente une perte potentielle de 6 heures, puisqu'en 2 heures, elle aura chargé sa batterie. Donc, 6 heures à 7 kg, c'est 40 kW qui auraient pu être fournis à d'autres véhicules. Donc, soit pour le propriétaire, un manque à gagner conséquent, mais aussi un service qui est non fourni car la borne n'est pas disponible pour la charge. Donc, ce paramètre, on l'active en fonction ou pas en fonction des usages et on le réglera à une valeur qui correspond à l'objectif sous-jacent. Un exemple, par exemple, dans un centre commercial, on peut vouloir maximiser le temps que passent les visiteurs dans le magasin du centre. Bon, donc on ne veut probablement pas pénaliser ceux qui restent plus longtemps que ce qu'ils avaient imaginé. Donc on peut imaginer régler ce paramètre à 0 ou en tout cas une valeur très faible pour éviter que les gens courent à leur voiture pour arrêter de charger parce qu'ils se rendent compte qu'ils vont payer du temps sur la station. Donc, à l'inverse, dans une station de charge qui est dédiée à l'itinérance, souvent d'ailleurs avec des chargeurs forte puissance qui sont très coûteux, on veut au contraire maximiser le taux d'utilisation et les rotations. Et donc, on va régler ce paramètre à une valeur qui va dissuader le conducteur de rester branché en fin de charge. Donc, en conclusion, sur le modèle de pricing, le propriétaire de l'installation, il a 3 paramètres à sa disposition et il peut les fixer à sa guise en fonction des objectifs que lui-même s'est fixé pour ses IRVE dans lesquels il a investi. Alors, on a vu maintenant les différents éléments du modèle économique, c'est-à-dire la partie revenu et la partie coût-investissement. Donc, la question, c'est quelles sont les différentes options de financement qui sont à ma disposition. Et donc, on va regarder ensemble les 3 options principales, à savoir l'investissement en propre, le tiers investisseur et la solution qu'on vous présentera aujourd'hui, qui est la solution basse pour borne as a service. Alors, la première option, c'est l'investissement en propre. Donc, ça consiste évidemment à faire l'acquisition des installations IRVE en investissant directement dans les infrastructures électriques et les bornes de recharge. Alors, donc ça s'inscrit, comme on l'a vu tout à l'heure, au bilan avec deux durées d'amortissement différentes. Et il est clair que l'intérêt majeur d'investir dans son installation IRVE, c'est avant tout d'en garder la maîtrise et en premier lieu la maîtrise du modèle économique associé. Donc, dans une période de montée en charge, d'adoption du véhicule électrique, avoir la main sur son modèle économique, ça permet de bénéficier directement du retour d'expérience de l'utilisation des installations IRVE, d'affiner, d'ajuster les paramètres pour optimiser l'équation économique et le service qu'on délivre aux utilisateurs. À l'autre bout du spectre, on a le tiers investisseur. Donc, c'est une solution qui consiste à confier l'intégralité du projet d'équipement et de gestion à un tiers investisseur. Et donc, cet acteur, comme son nom l'indique, il va porter l'investissement dans les infrastructures électriques nécessaires aux bornes, qu'il va installer ou faire installer. Il va gérer le modèle économique.
il va encaisser pour son compte les revenus associés à la recharge en reversant en contrepartie aux propriétaires un loyer ou d'ailleurs un pourcentage de revenus avec des fourchettes variables qui sont souvent calculées d'ailleurs en fonction de l'attractivité du site. Alors, ce modèle, dans notre jargon, on l'appelle le modèle full exploitation. Alors, on peut se dire, quel est l'intérêt de ce modèle? Évidemment, l'intérêt du modèle, il réside dans la simplicité pour le propriétaire. Je confie mon actif immobilier à un acteur, qui est d'ailleurs souvent un fonds d'infrastructure ou un opérateur CPO qui en est doté, pour valoriser cet actif par l'équipement en IRVE à ma place. Donc, ça évite aussi d'investir dans les IRVE et ça évite d'alourdir son bilan par des actifs qu'il faut financer. L'autre intérêt, ça réside dans le fait que le propriétaire transfère ce que l'on nomme le risque de charge sur cet acteur. Donc, évidemment, avec des clauses souvent des clauses avec des bandes qui sont incluses dans les contrats. Donc, au final, ça présente un certain nombre d'avantages pour une catégorie d'investisseurs immobiliers ou les gestionnaires de leurs actifs, comme les property managers, qui ne souhaitent pas s'impliquer directement dans le sujet des IRVE, mais évidemment, il affiche, comme tout modèle, un certain nombre de limites. Alors, quelles sont ces limites? La première, c'est que ça concerne la durée contractuelle de la concession qu'il faut accorder aux tiers investisseurs. Recourir aux investissements dont on a parlé sur la partie infrastructure, dont la durée d'amortissement est de 15 ans, ça impose dans la majeure partie des cas d'accorder une durée de concession qui couvre cette durée. Ce qui veut dire que l'on contractualise aujourd'hui pour une durée de 15 ans, donc aujourd'hui, alors que la bascule vers l'électrification est seulement amorcée en France. On sait que l'écosystème EV va évoluer fortement. Il y a un potentiel de besoin en IRVE très conséquent. Les courbes de croissance des parts de marché de l'IVI se confirment, si elles se confirment. Donc, en concédant aujourd'hui dans la phase d'amorçage et aussi quelque part dans la phase d'apprentissage de l'électrification, on risque de ne pas bénéficier de ce que j'appellerais l'upside, le côté positif de l'investissement dans les IRVE. Bon, il faut savoir, on a aujourd'hui 50% de croissance sur la taux de prise dans l'IVI et le PHEV, donc les hybrides rechargeables. 25% des véhicules neufs achetés sont électrifiés. Et cette croissance, ça va aller en s'accélérant avec l'arrivée massive des nouveaux modèles chez les constructeurs, l'abandon à plus ou moins brève échéance des moteurs thermiques par ces mêmes constructeurs et la myriade d'obligations légales et de taxes diverses et variées. Il suffit de voir le PLF 2024 annoncé qui vont peser de plus en plus sur l'utilisation du véhicule thermique. Donc, c'est donc effectivement le tiers investisseur qui s'approprie la majeure partie de la survalorisation associée à une place de parking équipée en lieu et place de son propriétaire. Aussi, dans un modèle tiers investisseur, on abandonne aussi sa liberté de choix, on troque simplicité pour liberté. Tout d'abord, celle du modèle économique, à savoir sa liberté de choisir et fixer ses propres paramètres de pricing et de les faire varier, de les tester avec les retours d'expérience qui permet d'optimiser son modèle dans le temps. On perd aussi sa liberté de choix de l'opérateur, donc opérateur CPO pendant la durée du contrat, soit souvent 15 ans. Et on peut même, dans certains cas, avec certains opérateurs, certains tiers investisseurs, on perd la liberté de choix des matériels puisqu'ils sont indissociables du fournisseur et de l'opérateur CPO choisi. Alors, ça, à ce stade, on a vu quelque part les deux modèles les plus classiques aux deux extrémités du spectre, à savoir l'investissement en propre d'un côté, c'est moi qui investis, et le confier à un tiers investisseur qui va investir lui à ma place pour financer les IRVE. Donc, la question, c'est est-ce que j'ai un autre modèle auquel je peux faire appel pour financer mes IRVE? Alors, le modèle chez Mobility Plus qu'on a développé une solution alternative qui, de notre point de vue, allie les avantages des autres modèles. C'est un modèle qu'on appelle, comme on l'a dit, BaaS, donc BaaS pour Born as a Service. Et en quoi cela consiste? Alors, l'idée, c'est de minimiser les investissements amont en les intégrant en partie dans les charges opérationnelles. Donc, en fait, l'ensemble des investissements dans les équipements, c'est-à-dire les bornes, les accessoires, avec leurs installations, est converti dans un loyer mensuel. Et ce loyer est combiné avec l'ensemble des services d'exploitation. Donc, qu'est-ce qui subsiste en investissement? Une partie dans les infrastructures électriques,
celle qui est amortie sur 15 ans. Ce qui permet aussi de bénéficier de la différenciation de durée d'amortissement. Et pourquoi on garde la partie investissement sur 15 ans? C'est parce que s'il fallait ramener 15 ans d'investissement, d'amortissement sur un loyer de 5 ans, évidemment, on se retrouve avec des problématiques de loyer trop importants. Et en même temps, on n'est pas conforme avec les normes IFRS comptables qui empêchent de faire ce type d'action. Donc, une fois l'infrastructure électrique réalisée, en fait, l'entreprise ou le propriétaire bénéficie d'une solution IRVE qui est mensualisée et qui est clé en main. Donc, il s'agit ainsi de payer l'équipement à l'usage, donc le as a service, et de bénéficier d'un contrat complet qui intègre à la fois la mise à disposition des bornes de recharge et leur gestion opérationnelle. Alors, la question, c'est quels sont les avantages de cette solution? Alors, en tout premier lieu, pour nous, ce qui est critique, et c'est dans notre philosophie chez Mobility Plus, c'est quelque part de garder la maîtrise de son modèle de pricing et donc de son modèle économique et donc de son prix de vente et de ses marges. Donc l'idée, c'est de s'assurer par là même d'un service rendu qui a un prix plus compétitif que ce qui doit inclure la marge d'un tiers investisseur. Donc, on fournit une plateforme pour permettre à un propriétaire ou une entreprise, effectivement, de donner ce service avec un modèle alternatif. Ça permet aussi de déployer de manière réfléchie et phasée. Une fois les infrastructures réalisées, on peut phaser la montée en charge des bornes et puis on peut baser cette montée en charge sur la croissance réelle des taux d'utilisation des équipements. Alors, au-delà de ça, cette solution, ça permet aussi de valoriser ces actifs que j'appellerais places de parking équipées, au lieu d'en faire bénéficier un tiers et d'en garder l'absolue maîtrise. Pour nous, dans une logique d'investisseur ou de gestionnaire immobilier, dont le cœur de métier consiste à valoriser et exploiter ces actifs immobiliers, ça nous paraît beaucoup plus cohérent de considérer les places de parking comme faisant partie intégrante du portefeuille d'actifs à valoriser, plutôt que de les confier à un tiers. Surtout que l'électrification des transports, quelque part, c'est une occasion unique d'adjoindre de la technologie, donc une borne de recharge qui intègre du RFID, des technologies de communication, de la mesure. Donc, on est dans un organe technologique. Donc, c'est une occasion unique d'adjoindre cette technologie à une place de parking. Et ça survalorise cette classe d'actifs, donc la place de parking, que l'on pourrait, je dirais, qualifier historiquement de dormante et de l'exploiter pour son propre bénéfice. Bon, évidemment, la solution Born as a Service, ça permet aussi de diminuer significativement les CAPEX à engager à l'instant T0 et donc de diminuer d'autant le ticket d'entrée aux IRVE. Alors, un point pour les financiers, un autre avantage qui est très important, c'est qu'il s'agit d'une location et non d'un leasing. Et donc, les loyers sont bien des charges d'exploitation et elles sont déconsolidantes. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas inscrites au bilan ni dans les notes de bilan. Donc, l'intégralité des loyers est déductible du résultat imposable et les fonds propres de l'entreprise sont préservés. Accessoirement, l'entreprise n'a pas non plus à faire l'avance de TVA et évidemment, elle préserve sa capacité d'endettement. Donc, dernier point aussi, c'est on bénéficie au travers de cette solution d'une flexibilité assez importante quant à la durée locative. On peut contracter sur différentes durées, 3, 4, 5 ans. On a par exemple un client qui a une fin de bail à 4 ans et donc on a mis en place une solution qui va durer 4 ans et ensuite les bornes pourront éventuellement être mises en place sur un autre site s'ils choisissent à ce moment-là de déménager. Mais en tout cas, on a calé la durée sur la durée du bail. Et on a aussi la possibilité, dans certains cas, de majorer les premiers loyers si on veut avoir des OPEX plus importants sur l'année 1, par exemple. Alors donc, au final, la solution Born as a Service, ça permet de passer une grande partie de l'investissement en IRE en dépenses d'exploitation. Et donc, c'est un choix mesuré à mi-chemin entre l'investissement direct, qui consomme des liquidités, le CAPEX, et le confier à des tiers investisseurs. Donc, en conclusion, quelques grandes idées à garder en tête. Donc,
avant qu'on passe aux questions-réponses, c'est j'ai effectivement aujourd'hui le choix entre différentes alternatives de financement pour mes projets IRVE. Ces projets, on le sait, nécessitent de mobiliser des fonds pour leur mise en œuvre et leur exploitation. À mi-chemin entre l'investissement propre et le tiers investisseur, il y a un modèle qui est le Born as a Service qui me permet de contracter mes IRVE en grande partie en mode OPEX. Et ce modèle, c'est un modèle flexible, sur mesure, et qui me permet de garder la maîtrise de mes actifs immobiliers parking, de les valoriser pour mon propre compte, au bénéfice de mes utilisateurs, mes locataires, mes collaborateurs, mes visiteurs.